Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car il s'agit d'une vidéo story time d'un sujet pas très drôle et très récent. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, étant donné le titre bien sûr, et aussi parce que j'en ai parlé dans mes dernières vidéos. Vous m'excuserez si j'ai un œil bizarre durant cette vidéo, mais j'ai malencontreusement mis du soin visage dans cet œil, il a pas trop aimé, donc j'ai l'œil un peu rouge. Donc j'ai subi un gros burn-out ces derniers mois. C'était une situation pas drôle du tout. Aujourd'hui ça va mieux. J'ai fait une pause d'un mois au mois de juin, c'est pour ça que vous avez pas vu de vidéo, vous avez pas vu de post Instagram, parce que j'ai essayé de déconnecter au max et de pas travailler. Ça faisait plus de 3 ans que ça ne m'était pas arrivé de déconnecter. Donc aujourd'hui ça va mieux et je vais vous expliquer du coup comment j'en suis arrivée là, et comme ça vous permettra peut-être de voir un peu les coulisses de l'entrepreneuriat. Vous verrez qu'être influenceur, youtubeur, etc. c'est pas cela couler douce. Loin de là. Mais écoutez, c'est parti. Donc en fait moi ça fait 3 ans, ouais c'est ça, ça fait 3 ans que je suis à mon compte déjà, que je vis des réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, du coaching sportif via mes programmes de musculation. Avant ça j'étais ingénieure dans une entreprise, et vu que je commençais à avoir une communauté assez conséquente sur les réseaux sociaux, que j'ai sorti un programme de musculation etc. et que ça a bien marché, je me suis lancée en auto-entreprise à 100%, donc j'ai démissionné et maintenant je suis 100% auto-entrepreneur. Je vis des réseaux, de mes projets, etc. Et donc ça c'est trop cool parce que c'était clairement le métier que je rêvais de faire. Et l'avantage dans ce métier là, c'est qu'on laisse libre cours à notre créativité, on peut lancer une infinité de projets. Donc quand on a un profil créatif et un peu multipotentiel comme le mien, franchement on s'éclate et on a envie de faire plein de choses. Et c'est vrai que en 2023 je suis passée vraiment au niveau supérieur en termes de travail, de projet. Il y avait plein de choses qui s'étaient concrétisées, etc. Donc j'étais très motivée. Et j'avais notamment ce projet de faire un deuxième programme de musculation pour des profils un petit peu plus confirmés qui voulaient aller un petit peu plus loin dans leurs résultats physiques. Et donc j'ai eu l'idée de lancer ce projet à la moitié de l'année 2023. Faut savoir que mes programmes c'est pas juste un e-book avec quelques séances et basta. On est vraiment sur plusieurs contenus très complets, il y a plusieurs e-books, il y a des vidéos, enfin c'est assez astronomique comme travail. Mais ça c'est le genre de challenge que j'aime bien et que je sais que je suis capable de faire. Quand je fais quelque chose, je veux pas que ça soit quelque chose de fait à la va-vite, je veux que ça soit le meilleur truc qui existe. Et donc je me suis lancée dans ce projet à l'été 2023 dans l'objectif de sortir ce programme en février. Sauf que je me suis vite rendu compte que le travail était plus conséquent que ce que j'imaginais, donc finalement je l'ai sorti plus tard, je l'ai sorti en avril. Et en même temps j'avais le projet de lancer un service de coaching, c'est-à-dire que en plus de mes programmes je voulais proposer des accompagnements personnalisés pour la perte de gras, la prise de muscles, etc. Enfin bref, quel que soit l'objectif physique. Donc là déjà je fais l'erreur de me lancer quasiment en même temps sur 2 projets. Donc en octobre 2023 c'est là que je lance mes coachings. Donc en amont bien sûr j'avais travaillé pour trouver un logiciel, une application pour les coachings, où j'avais fait des dizaines et des dizaines de vidéos en salle de sport et à la maison pour la démonstration des exercices. J'ouvre mes premiers coachings en octobre. Je me rappelle plus trop de mon état d'esprit à ce moment-là, mais il faut savoir que je bossais déjà non-stop du lundi au vendredi, c'est-à-dire qu'avec la création de contenu, mes programmes, etc., mon emploi du temps était déjà complet sur 5 jours dans la semaine. Donc je sais plus ce que je me suis dit, comment j'avais trouvé le temps de faire les coachings. Je sais plus, franchement je sais plus. Enfin bref, j'ai lancé les coachings, donc j'ai eu pas mal de demandes etc. Mais j'avais quand même un peu conscience que j'avais déjà une bonne charge de travail. Donc j'ai pris genre 5 personnes maximum en même temps. Donc les coachings se passaient très bien etc. Mais c'est vrai que ça a rajouté une grosse charge de travail. Pour un accompagnement personnalisé, donc il y a le client ou la cliente qui s'engage, mais aussi en tant que coach, on s'engage sur une certaine durée pour accompagner une personne vers son objectif. Donc on personnalise tout le programme sportif, la diète aussi, et en fait tout personnalisé pour une personne, ça me prenait vraiment beaucoup de temps, surtout que quand on commence on a envie vraiment de bien faire, on se pose 36 000 questions et on veut que tout soit parfait, et je voulais vraiment que mes clientes soient satisfaites de mon coaching. Vraiment je m'y donnais à fond, que ce soit en termes de connaissances, émotionnellement, j'y mettais vraiment toute mon énergie, sachant que je mettais déjà mon énergie dans plein de trucs en même temps. Bref, au début de la vidéo j'ai parlé du projet de sortir un nouveau programme, donc en même temps je bossais sur ce projet là. Donc c'est vraiment à partir du mois d'octobre quand j'ai commencé les coachings que j'ai eu une charge de travail qui a explosé en fait. Je me rappelle que dès le mois de décembre, je sentais que je travaillais trop déjà. Mais je m'étais lancée dans les projets, j'étais engagée sur les coachings, j'avais déjà énormément avancé sur mon programme Grow and Get Strong, donc je ne pouvais pas
pas lâcher en fait. Je me rappelle pas non plus bosser sur des horaires à rallonge de fou. Une journée type, à ce moment-là, je bossais entre 4 et 6 heures sur quelque chose qui prend du temps et qui me demande de la concentration, comme travailler sur mon nouveau programme, ça peut prendre plusieurs heures d'affilée en étant super concentré. Donc là, en termes d'heures de travail par jour, ça va, mais à ça s'ajoute plein de petites tâches. Quand on est à son compte, on a vraiment plein de casquettes. Faut travailler sur ses projets, faut travailler le marketing pour vendre ses produits, services, etc. Faut gérer les mails. En tant que créatrice de contenu, j'ai beaucoup de demandes, par exemple de partenariats avec les marques, etc. Faut que je gère ça. Et la vérité, c'est que je gère ça très mal. Je sais que j'ai déjà laissé passer des opportunités de partenariat parce que j'avais pas le temps de répondre aux mails, tout simplement. Après, les partenariats, les placements de produits, c'est pas du tout ma spécialité. C'est pas ce qui m'intéresse le plus dans mon métier. Faut gérer la compta. Et en plus, avec mes coachings, je travaillais vraiment les coachings tous les jours. En fait, j'avais pas imposé de règles vraiment aux coachés, c'est-à-dire que je faisais au plus comme ça les arrangeait, par exemple pour les bilans. Parce que pour checker l'évolution de la personne, voir si le processus qu'on a mis en place fonctionne, faut faire des bilans. Je laissais mes coachés faire leur bilan le jour qu'elles voulaient. Je m'engageais à le traiter le plus vite possible pour adapter le plus vite possible le programme ou la diète en fonction des bilans. Donc en fait, tous les jours, j'avais des bilans à traiter, une diète à faire, des exercices à adapter, des vidéos de coachés où je devais corriger l'exécution. Enfin, tous les jours, j'avais un coaching à faire. En plus, de toutes les tâches que j'ai citées avant. Donc, création de contenu Instagram, les mails, la compta, YouTube et mon projet de nouveau programme. Ah oui, gérer la communauté aussi Instagram, répondre aux commentaires, aux messages, tout ça, ça prend énormément de temps. C'est des petites tâches que je compte pas dans mon emploi du temps et pourtant prennent beaucoup de temps. Ouais, décembre, janvier, là, je sens que ça... Vraiment, je sens que je travaille trop, mais je me sens un peu coincée parce que je me suis engagée dans des trucs. Je peux pas les arrêter du jour au lendemain, en fait. Et surtout, j'aime tout ce que je fais, toutes les tâches que je fais, tous les projets que je fais, c'est des trucs que j'aime. Et à ce moment-là, je regrette que les journées ne fassent que 24 heures. Et en parallèle de ça, à cette époque-là, j'étais vraiment à mon prime à la salle, c'est-à-dire en termes de performance. J'ai jamais soulevé aussi lourd à la salle, j'étais très contente de mon physique, j'ai jamais été aussi musclée. J'étais vraiment à mon prime et ça me motivait vraiment à me défoncer à la salle. Je m'entraînais avec une intensité maximale, c'est-à-dire j'allais jusqu'à l'échec musculaire, etc. sur plusieurs mois en fait. Je faisais déjà ça depuis l'année d'avant, avec quelques périodes de repos, de deload, etc. Sauf que faire ça, chercher le sport performance, en plus de se donner corps et âme à son travail, c'est pas bon, ça a eu des conséquences. Et le mois de janvier, c'est vraiment le mois où tout a un peu basculé, enfin là où vraiment j'ai compris que je faisais un burn-out, parce que c'est là où j'ai commencé à avoir des symptômes physiques du burn-out. Par exemple, j'ai développé des symptômes d'angoisse, alors que de base, moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais angoissé, enfin, ou peut-être, mais jamais eu de vraie angoisse ou de vrais sentiments d'angoisse dans ma vie. Là, j'ai vraiment compris ce que c'était les symptômes qui pouvaient être liés à l'angoisse. Par exemple, ce que j'avais, la boule au ventre, tous les jours, non-stop, sentir qu'on a la poitrine serrée, avoir l'impression qu'on m'étrangle, enfin, vraiment la gorge qui se serre, comme si, en fait, vraiment la même sensation quand on a envie de pleurer et qu'on essaye de se retenir. Vraiment, j'avais cette sensation en fin de journée. J'ai l'impression que vraiment ma gorge était bouchée en fait, alors que j'avais pas envie de pleurer, enfin ça allait, j'avais l'impression vraiment que ça allait, du coup c'était assez chiant comme symptôme. Et aussi les oreilles qui chauffent, qui deviennent toutes rouges, qui piquent, etc. C'est des symptômes que j'ai commencé à avoir au mois de janvier, et donc là je voyais clairement que c'était pas normal et que il fallait que je ralentisse le rythme, sauf que je ne pouvais pas à ce moment-là ralentir le rythme par rapport à mes projets. Et aussi, fin janvier, un matin, je me réveille avec un mal de dos, un mal dans le bas du dos, type grosse courbature. Donc je trouve ça bizarre parce qu'en fait j'étais en pleine semaine de deload, donc je mettais pas beaucoup d'intensité à l'entraînement sur cette semaine-là. Et je me suis réveillée comme si j'avais des grosses courbatures au dos, etc. alors que je ne m'étais pas entraînée la veille. Mais je m'inquiète pas plus que ça parce que ça fait vraiment la sensation d'une courbature, et la sensation de courbature, je l'ai de temps en temps suite aux entraînements. Sauf que là c'était vraiment dans le bas du dos et ça m'était jamais arrivé. Et c'est vraiment un mal de dos qui me bloque dans mes mouvements, c'est-à-dire que je peux pas me pencher pour ramasser un truc par terre, je peux pas vraiment fléchir mes hanches, ça me tire vraiment dans le dos à ce moment-là. Et du coup j'ai essayé de m'entraîner sur ces courbatures entre guillemets, mais j'ai réalisé que les exercices que je faisais le plus souvent, genre le squat et le soulevé de terre, je pouvais plus les faire parce que avec une barre chargée, ça me faisait vraiment mal. Ça m'empêchait pas de les faire, mais je sentais une douleur vraiment anormale et là j'ai commencé à flipper, j'ai commencé à imaginer le pire, comme quoi j'avais une hernie discale qui allait me paralyser le bas du corps. Enfin, j'ai ce défaut là d'imaginer le pire à chaque situation, alors que c'était juste une douleur dans le bas du dos. Je peux pas vous dire, je n'ai pas fait d'IRM, j'étais pas dans un cas suffisamment grave pour aller faire un IRM pour ça. Ça m'embêtait pour mes entraînements et au quotidien aussi.
Du coup en février, avec cette douleur là, j'adapte mes entraînements, c'est-à-dire je fais plus les exercices qui me font mal. Je peux pas faire de squat, par contre aucun problème pour faire des fentes avec une barre sur le dos. Donc là je suis un peu rassurée parce que je peux quand même faire pas mal d'exos. Et aussi je décide de baisser l'intensité, de plus aller chercher la performance, juste d'essayer de me maintenir au maximum, mais d'arrêter de vouloir progresser parce que si j'ai mal au dos comme ça, plus avec ma charge de travail, fallait pas que j'en fasse trop pour pas me blesser davantage. Et en février, je suis partie au ski. Ça faisait des années que j'étais pas allée, je suis partie avec une amie et cette semaine-là, j'ai décidé de complètement déconnecter. J'allais quasiment jamais sur mon téléphone, je me connectais quasiment jamais à Instagram. Je passais ma journée à faire du ski et puis le soir on faisait des jeux de société, etc. avec ma meilleure amie. Et cette semaine-là, mes symptômes d'angoisse, donc que j'avais au quotidien, vraiment les petits symptômes que je vous ai dit, boule au ventre, sensation d'étranglement, etc. Je les avais tous les jours. La boule au ventre, c'était tous les jours en continu, du matin au soir, et la sensation d'étranglement, c'était en fin de journée, et ça signifiait qu'il fallait que j'arrête de travailler. Et les oreilles qui chauffaient, c'était à chaque fois que je pensais au truc que j'avais à faire, genre ah faut que je fasse ça, ça, ça. Quand je me disais ça, direct j'avais les oreilles qui commençaient à me piquer. Enfin en tout cas au ski je n'avais plus du tout ces symptômes là, donc là je me suis dit ah ouais ok, donc c'est vraiment lié à mon taf, enfin, j'ai raison de déconnecter et il va falloir que je prenne un autre moment en fait pour déconnecter, parce qu'une semaine au ski, c'est là que je me suis dit que ça suffirait peut-être pas. Et puis même entre temps j'en avais parlé aussi à des proches qui avaient suivi le burn-out et qui m'avaient dit c'est pas en une semaine que tu t'en remettras, faut s'arrêter minimum un mois. Donc à ce moment là l'idée de m'arrêter un mois est venue, puis j'ai essayé de voir par rapport au projet que j'avais en cours, etc. à quel moment je pouvais m'arrêter. C'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que j'attende juin pour m'arrêter, et c'est pour ça que je me suis arrêtée au mois de juin. C'était prévu depuis un moment, mais du coup en attendant il fallait que je tienne jusqu'au mois de juin. Et aussi ce que je dis pas, c'est qu'en parallèle de mon travail, très important, niveau perso il y avait énormément de trucs à faire parce que avec Gwen on avait prévu de se marier début juin, et un mariage ça demande beaucoup d'organisation. On n'avait pas de wedding planner, donc c'était à nous de tout gérer, enfin nous, nos proches, etc. qui nous aidaient, mais c'est quand même une grosse charge mentale d'organiser un mariage, de coordonner les prestataires, etc. Et en même temps, on a appris qu'on déménagerait à cette période-là, parce qu'en fait, on a acheté un appartement en VFA en 2022, je crois. On était censé déménager l'année dernière, sauf qu'il y a un an de retard sur le chantier, donc en fait, ça tombe quasiment en même temps que le mariage, enfin l'été du mariage, donc ça fait un deuxième truc qui s'ajoute à la charge mentale, et surtout qu'on avait constaté lors des visites cloison des malfaçons, des trucs comme ça. Et là, franchement, je suis dépitée quand j'y pense. Il se passait tellement de trucs en même temps. J'avais dans la tête le changement d'appart, le mariage, les problèmes liés à l'appartement qui me stressaient. En fait, ce qu'on a constaté lors de la visite cloison, c'est qu'il y avait des infiltrations d'eau. On avait un mur entier, le mur entier de notre chambre qui était couvert de moisissures, mais pas genre une moisissure par-ci, une moisissure par-là. Non, vraiment genre c'était tapissé de moisissures parce que il y avait un problème d'infiltration d'eau, et nous on avait peur qu'ils nous livrent l'appart comme ça, genre qu'ils repeignent par-dessus et qu'on vive dans le moisi en fait. Enfin, avec les promoteurs immobiliers, les gens du BTP et tout, vraiment faut se battre pour que les choses soient bien faites. Il faut vraiment tout surveiller et on peut pas compter en fait ce genre de prestataires, on peut pas les livrer à eux-mêmes. Plus galère aussi avec notre mariage. Alors notre mariage, je voulais faire une story time à ce sujet-là. Je pense pas que je vais le faire parce que finalement notre mariage c'est un mariage de rêve, il s'est super bien déroulé, etc. Mais on a eu un prestataire extrêmement stressant, extrêmement condescendant avec nous et qui menaçait tout le temps d'annuler le mariage, etc. Genre à 6 mois du mariage alors que tout est quasiment prêt, tout est quasiment payé. Mais vraiment on a un prestataire qui nous a fait vivre l'enfer. Et donc ça s'ajoute dans dans les causes du burn-out, je pense. Enfin vraiment, j'aurais de quoi faire une story time, sauf que finalement le prestataire le jour J a été très très bien, donc je me vois pas trop en dire du mal quoi. Bref, je reviens à mon travail. On arrive en mars, un mois avant la sortie de mon programme, donc là c'était un peu le rush, même si je m'y étais pris énormément en avance pour créer ce programme. Toujours avant, on a des idées en plus, on a des idées, ah ça en fait je vais le faire comme ça, ah je rajouterai bien tel contenu, etc. Des trucs qui étaient pas forcément prévus au début, donc on est dans le rush, on veut que tout soit parfait, etc. Donc je crois que c'était le pire mois en termes de stress. Et à ce moment-là, en vue justement du fait de m'arrêter en juin, je pense à ça tous les jours. Quand je vais marcher, je m'imagine au mois de juin ne rien faire, rester chez moi et ne rien faire. Je rêve de ça, mais je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. À ce moment-là, je prends plus de nouveaux coachings parce que je voulais pas m'engager sur des coachings, sachant que au mois de juin, je n'allais pas travailler, et pas travailler pour moi, c'est pas genre garder des coachings et faire un peu de coaching tous les jours. Non, c'est vraiment déconnecter
priorité, donc j'ai pas pris de nouveaux coachings pour ces dates-là. J'avais des coachings qui partaient au fur et à mesure parce qu'elles avaient fini leurs 3 mois ou leurs 6 mois. Donc au fil des semaines, j'avais de moins en moins de coaching, donc je me déchargeais un petit peu au niveau du travail. Donc en fait, j'essayais quand même de me décharger un peu, mais j'étais dans le rush parce qu'on était un mois avant la sortie du programme Grow and Get Strong. Donc j'enlevais un peu de charge de travail par-ci par-là, mais je mettais vraiment toute mon énergie là-dessus. Là, niveau symptômes d'angoisse, etc., c'était l'enfer. Le mois d'avril arrive et je sors mon programme Grow and Get Strong et tous les efforts que j'avais fait à fonctionner. Les efforts n'ont pas été vains parce que j'ai fait un super lancement. Vous étiez vraiment au taquet, je me rappelle le jour où est sorti le programme. Vous êtes nombreuses à l'avoir acheté et à m'avoir fait des super retours. Vous étiez impressionnés par rapport à la quantité des contenus qu'il y avait dans le programme. Donc là, j'étais contente, j'ai pas regretté d'avoir bossé autant. Je suis très fière de ce programme. Et c'était aussi un soulagement qu'ils sortent ce programme parce que du coup, ça me faisait une charge de travail en moins. Le programme était fini. Et donc là, je n'ai pas rajouté de vidéos YouTube. Je crois que je suis restée à une vidéo par semaine. Je sais plus. En vrai, je sais plus, mais je pense que je suis restée à une vidéo par semaine. Ah, ou peut-être 2. Non, j'étais peut-être à 2 vidéos par semaine au mois d'avril parce que vu que c'était la sortie du programme, bah du coup, je fais plus de contenu pour avoir plus de visibilité et plus de clients potentiels tout simplement. Donc je devais être à 2 vidéos par semaine, mais du coup, j'avais quand même moins de coaching. Je me levais plus tard, je finissais de travailler plus tôt. Et aussi, je n'avais plus mal au dos. Mon mal de dos était parti. Alors il est parti vraiment progressivement, mais du coup, j'avais pu reprendre à la salle sans aucun problème des exercices comme le soulevé de terre par exemple. Mais, à la moitié du mois d'avril, j'ai chopé un truc. Une petite maladie qui me faisait tousser, j'ai jamais autant toussé de ma vie. Vous pouvez le voir, je pense, dans les vidéos du mois d'avril-mai. Sur ces vidéos-là, j'ai les yeux giga rouges parce que j'avais des quintes de tout le temps et du coup, bah, Julia, la monteuse, coupait à chaque fois les moments où je toussais, mais du coup, on voyait que j'avais toussé ou alors on se disait mince, elle a pleuré, qu'est-ce qui lui arrive? Mais j'avais les yeux giga rouges. Je sais pas ce que j'ai eu, mais c'était un truc type coqueluche alors que je suis vaccinée, mais en termes de symptômes, ça correspondait un peu. Vraiment, j'avais l'impression de cracher mes organes quand je toussais. Tout mon corps convulsait, je pouvais pas dormir. C'était non-stop et ça a duré 5 jours. Bah, vu la violence de la toux, en fait, ça m'a redéclenché le mal de dos et j'étais dégoûtée. Ça me faisait un mal de dos de malade quand je toussais. Je suis revenue à 0 en termes de mal de dos, donc ça m'a foutu un gros coup au moral aussi. D'ailleurs, si vous voulez un update par rapport à mon mal de dos, vous pouvez aller voir mon dernier vlog, la vidéo qui est sortie avant celle-ci. Mais en termes de charge de travail, ça va mieux. Par contre, le mariage approche, donc on est au taquet au niveau de l'organisation, etc. J'ai moins de travail pro, mais j'ai plus de travail perso. Les symptômes de stress, d'angoisse, etc., ils sont toujours là à ce moment-là. Ensuite, on arrive au mois de mai, donc là, je repasse à une vidéo par semaine. Il me reste plus qu'une coachée, je crois. C'est tranquille, franchement c'est tranquille, je travaille pas forcément tous les jours. Je sais que le vendredi je me laissais journée libre, je travaillais pas. Mais pareil, j'ai toujours mes symptômes d'angoisse. Et donc ensuite arrive le mois de juin, le 1er juin, je déconnecte. Enfin je déconnecte. Je vais toujours sur Instagram on va dire pour mon propre divertissement. Je continue de mettre quelques stories par-ci par-là, pas dans l'optique de travailler. Je fais plus de posts Instagram, je fais plus de création de contenu, je ne travaille pas de mes journées. C'est la libération. Du coup début juin, on s'est mariés, donc quand même la première semaine de juin, il y avait toutes les finalisations par rapport au mariage, etc. Heureusement que je travaillais pas parce qu'il y avait des choses à faire, des choses à penser, etc. Après mon mariage, je pense que c'est là que tous les symptômes d'angoisse sont partis. Parce qu'on a passé un super mariage et puis bah, après j'avais rien à faire quoi. J'avais rien à faire de mes journées, donc je pouvais me reposer. Et c'était trop bien. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois de juin de mes journées? Je me suis mise au scrapbooking. Moi, il me faut une activité créative dans ma journée, donc bah on va dire en temps normal c'est mon travail d'être créative. Mais sinon, j'aime bien la musique, j'aime bien le dessin et là bah, je voulais faire du scrapbooking parce que en ayant revu plein de proches etc au mariage ça m'a donné envie de faire des albums photos, donc j'ai sorti des centaines de photos de mon téléphone pour faire des albums photos type scrapbooking et vraiment ça a m'occupé une bonne partie de mes journées et j'ai fait énormément de shopping aussi. Ah oui c'est ça qu'il fallait que je dise. Quand toute cette pression, cette charge mentale est retombée etc, j'avais un besoin immense de prendre soin de moi, que ce soit mon apparence, donc maquillage, jolie coiffure, vêtements, qui fait que j'ai fait énormément de shopping. Je me suis acheté plein de robes, je me suis acheté plein de chaussures, je me suis acheté des bijoux. Vraiment, j'ai fait chauffer la carte bancaire comme jamais. Alors que d'habitude, je suis quelqu'un qui fait très peu de shopping. Je dois faire du shopping genre une fois par an de manière compulsive. Bah là, c'est tombé à ce moment-là. J'avais vraiment besoin de changer de vêtements, d'avoir des jolies robes. J'ai acheté beaucoup de maquillage aussi. J'ai eu cette obsession sur le fait de me maquiller. Donc je me maquillais quasiment tous les jours. J'allais faire mes ongles et d'ailleurs depuis, je vais faire mes ongles tous les mois. Et voilà, parce que c'est vrai que ces derniers mois, voire années, je me focalisais tellement sur le travail que je ne prenais pas soin de moi. Je suis pas en train de dire que si on se maquille pas, c'est qu'on prend pas soin de soi. C'est juste que moi, le maquillage, c'est quelque chose que en vrai, j'ai toujours aimé me maquiller. Mais c'est vrai que plus ça allait avec le travail, plus je laissais tomber les trucs
qui prennent un peu de temps, comme le maquillage par exemple, les soins, etc. Pareil, là je suis à fond dans la skincare. J'ai ce besoin de prendre soin de moi comme si en fait ça faisait super longtemps que j'avais pas fait, et c'est le cas. C'est un peu comme quand on se prive énormément de nourriture et que d'un coup on se met à manger énormément. C'est un peu ça en fait, mais là avec mon apparence du coup. Et donc ouais, ce mois de juin m'a fait énormément de bien. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai repris le travail et je sens que faut quand même que j'y aille mollo. La première semaine de travail s'est très bien passée, j'étais très contente de reprendre, et en fait là je suis tellement contente de reprendre que je me remets à trop travailler. Par exemple hier j'ai senti que le burn-out n'était pas complètement parti parce que j'étais super productive, tellement productive que en fait j'ai fait tout ce qui était prévu sur ma journée en une matinée. Et plutôt que de me dire cool, j'ai fini cet après-midi, je ne fais rien ou je fais autre chose, je ne travaille pas, je me suis dit je vais m'avancer sur des trucs, je vais me rajouter ça. Et au final j'ai bossé jusqu'au soir non-stop et j'étais en PLS. J'étais vraiment en PLS, j'étais incapable de me faire à manger ensuite. Fallait que je me fasse une pizza, ça prend littéralement 3 minutes à faire, et en fait au moment où j'étale la pâte à pizza, j'étais vraiment en PLS. Je suis allée 30 minutes dans mon lit pour récupérer de cette action parce que j'étais vidée en fait. Et donc en fait aujourd'hui j'essaie de me voir un peu comme un Sims. Vous voyez, les Sims, ils ont des jauges de besoin, jauge de faim, jauge de sommeil, etc. Ils ont aussi une jauge de divertissement, et quand cette jauge de divertissement est épuisée, ils n'arrivent plus à travailler, ils pètent un câble, etc. Du coup, j'essaye de voir cette jauge de divertissement pour me rappeler que je suis un être humain, je ne suis pas un robot, j'ai besoin de me divertir, même si je kiffe mon taf, il faut faire des pauses, il faut déconnecter. Voilà, donc là, l'idée, c'est de trouver un équilibre, ne pas trop en faire, m'écouter, m'autoriser aussi à prendre du temps pour moi, même si c'est en semaine, même si c'est un mardi après-midi ou un jeudi matin, me dire ok, je travaille pas ce matin, vu que je suis à mon compte, que je bosse toute seule, etc. Je suis libre de travailler quand je veux et je suis libre de me prendre un moment pour moi où je ne travaille pas. Quand j'étais encore salariée et que je m'imaginais en auto-entreprise, c'est ça que je me disais, je vais pas être limitée par les 5 semaines de congés payés par an, là je pourrais en prendre autant que je veux. Bon du coup c'est pas des congés payés, mais je pourrais me prendre autant de congés que je veux, et je m'imaginais vraiment en prendre plus que ce qui est autorisé pour les salariés, mais en vérité c'est qu'on n'en prend pas, et ces 3 premières années d'entrepreneuriat, je n'ai pas pris de jours de congé. Je suis partie quand même parfois en vacances, sauf que j'emmenais mon ordinateur pour travailler en vacances. Du coup, j'étais pas en vacances, je ne déconnectais pas. C'est ça la difficulté quand on lance un business, quand on se lance tout seul à son compte, c'est que on est passionné par ce qu'on fait. Au début, on a peur d'être en galère, donc on est un peu obligé de tout donner. Et même si on pense que vu qu'on est à notre compte et qu'on a l'emploi du temps qu'on veut, qu'on peut prendre des jours de repos quand on veut, on pense qu'on va peut-être en prendre plus que les salariés. En fait, la réalité, c'est qu'on n'en prend pas. Donc il faut se forcer à en prendre. Et donc ce que j'ai fait par rapport à ça, c'est que là j'ai planifié mes vacances, même pour cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Je sais que l'année prochaine je commence le mois de janvier avec 3 semaines de vacances. Enfin je sais que j'aurai 3 semaines de vacances au mois de janvier, et là je vais partir en vacances du coup, mais ça c'est prévu depuis longtemps. Fin juillet je pars en vacances avec des amis, donc ça va être cool aussi, j'ai trop hâte. Donc je pense que quand on est à son compte, il faut vraiment se planifier des vacances et se les imposer, parce que la raison pour laquelle on prend pas de vacances aussi, c'est qu'on a tout le temps l'impression d'être dans le rush, tout le temps en train d'avoir des nouvelles idées, des projets, etc. Donc si on ne se planifie pas de vacances en amont, on ne les prendra pas. Alors que quand on les planifie plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance, on peut se dire ok, cette semaine-là je serai en vacances, j'ai prévu de sortir tel projet tel jour, donc ça veut dire qu'il faut que j'anticipe pour pouvoir être à jour, même si je pars en vacances, etc. Bref, je m'éparpille, ça va mieux, il faut juste que je fasse attention, pas trop travailler tout simplement, que je prenne du temps pour moi, que je continue à me maquiller si ça me fait du bien, que je continue à faire du scrapbooking si ça me permet de me détendre, que j'arrive à déconnecter en fait à un certain moment de la journée et que j'arrête d'en faire trop et de vouloir en faire plus. Je crois que j'ai beaucoup parlé durant cette vidéo, il y a plein de trucs que j'ai oublié de dire au niveau de mon ressenti, au niveau de ce qui a pu se passer ces derniers mois, etc. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vécu vous aussi un burn-out, n'hésitez surtout pas à témoigner en commentaire. Moi personnellement ça me fait du bien de lire des gens qui ont été un peu dans la même situation que moi, parce que ça fait que je me sens moins seule, et je pense que les gens qui sont en burn-out, qui ont fait un burn-out, pensent comme moi. Donc surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences par rapport à ça, des conseils si vous en avez. Et voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.